Alors moi, par rapport à la scène avec Tom Cruise et sa femme, comment elle s'appelle déjà ? Nicole. Par rapport au psychologique, je suis pas sûre, elle n'est pas jalouse, Nicole, d'avoir vu son homme main dans la main, flanqué de deux nanas. C'est pas ça qui l'énerve ou qui la... C'est que il ne voit pas le problème. Il peut se laisser guider par deux femmes, il rencontre un compère dont il doit faire le diagnostic d'une prostituée avec laquelle il est, qui fait une overdose. Il circule dans ces espaces sans jamais se poser sans aucune question en fait. Donc il est innocent en fait. Et cette Nicole Kidman, qui est sa femme, qui elle a une vie intérieure, émotionnelle, qui voit ce qui permet ou ce qui empêche une relation, ne peut pas supporter que son mari pense que quand il est dans son cabinet, les femmes qui rentrent chez lui, c'est des patientes. Puis oui, parce que je suis dans mon cabinet, et puis que c'est comme ça. Et puis alors quand il a une soirée, il a une soirée, et puis il est l'invité, et puis il n'est que l'invité. Et puis après, quand il est dans une orgie, il est un témoin invisible. Bah oui, parce qu'il a une cape et que personne ne le voit. En fait, il est complètement innocent, il traverse les espaces, il est complètement manipulé. Et alors elle se dit, mais avec qui je suis ? Enfin, est-ce qu'il est en lien ? Est-ce qu'il aime ? Est-ce qu'il est capable ? Est-ce qu'il est humain ? Ou est-ce qu'il est cette enveloppe sans forme qui suit, quoi ? Donc moi je pense que c'est là où le psychologique peut-être chez Kubrick a lieu. Il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut comprendre, mais il montre un peu ces tensions à l'œuvre, il les met en scène. Oui, là ça devient très subtil. On peut d'autres films où on a l'impression justement c'est les questions primaires qui viennent. Bon, il faut dire que par exemple dans Docteur Folamour, ce film il est absolument extraordinaire parce que c'est Kubrick et il présente beaucoup la violence de façon crue. Là, il met les choses avec humour, quoi. Et en utilisant là le choix d'acteur, il n'y a rien à dire. C'est extraordinaire là. Le Peter Sellers dans ce triple rôle de Peter Sellers, c'est un petit chef-d'œuvre. D'ailleurs, ce film, il y a plusieurs films de Kubrick qui sont considérés entre les 100 meilleurs de toute l'histoire du cinéma, et dont Dr. Folamour. Je ne sais pas si vous souhaitez poser une question. Que le câble soit si long. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais le thème musical principal de l'Odyssée de l'espace, c'est une œuvre de Richard Strauss qui s'appelle Also sprach Zarathustra. Donc je me demandais si vous avez déjà pensé s'il y a une relation entre le surhumain de Nietzsche et l'évolution de l'humain comme l'imagine Arthur C. Clarke et par extension Kubrick. Ça c'est ma question. Là, il nous faudrait un philosophe. On a oublié d'appeler. Mais c'est vrai qu'il y a la question de l'éternel retour, et puis à la fin du film, on se retrouve avec le foetus. Moi j'ai pensé à ça, mais j'ai pas le... Mais le surhumain, proprement dit. Vous-même, vous pourriez nous dire un peu plus sur la question du surhumain de Nietzsche? Je n'ose pas trop en parler parce que c'est des sujets qui sont assez profonds philosophiquement. Je ne suis pas du tout en position de parler de ça, mais disons que c'est un peu, il y a un côté d'espoir dans le concept du surhumain qui se lie un petit peu aussi à l'évolution de l'être humain à quelque chose de supérieur intellectuellement. Donc, c'était juste un petit commentaire, quoi. Je pense que ça pourrait être intéressant.
Oui, vous souhaitez parler de Shining? Je ne suis pas vraiment qualifié pour en parler. Je voulais venir et accompagner une personne qui s'appelle Scorpen, qui a fait un énorme travail sur Shining. Ce serait tout simplement magnifique de l'entendre, parce que je crois que Kubrick, si on veut vraiment s'y pencher, chaque film demande une somme de travail énorme. Et il en parlerait, et moi je ne suis pas du tout qualifié. Je suis venu avec ses amis, et il est en quelque sorte avec nous via la technique, puisque vous avez été filmé. Il s'intéressait, mais il était obligé d'être à Paris pour son prochain spectacle. Scorpen étant magicien, joueur d'échecs comme Stanley Kubrick. Oui, c'est ça, il était joueur d'échecs. Voilà. Et il me semble qu'il y a une thématique récurrente chez Kubrick, qui est la question de la manipulation de l'esprit. Parce que dans Shining, si on étudie ça soigneusement, et notamment avec ce travail de Scorpen qui va faire probablement l'objet d'un spectacle, on s'aperçoit tout à fait pleinement de cette histoire, avec des images, comment on dit, vous savez, des images, quand elles passent très vite, et qu'on les capte, subliminales. Il y a, tout ça est présent à l'intérieur du film. Dans ces films, il s'accompagne d'un magicien, n'est-ce pas, professionnel, qui le guide, etc. Il pousse les choses à un point très précis pour induire chez le spectateur certaines pensées. Et moi, il me semble, et ça c'est mon interprétation personnelle, qu'il dénonce dans tous ces films quand même les petits blancs d'extrême droite, comme les États-Unis, mais éventuellement avec les Sentiers de la Gloire, ce général comme ça très arrogant, etc., qui son ses vanités, disons, condamne à mort 3 soldats pris au hasard, etc., etc. Et je crois que c'est omniprésent dans le document, que je ne connais pas énormément, je ne suis pas vraiment qualifié pour parler pleinement. Il se trouve que c'est un peu une belle conjonction qui m'a amené ici, dans le sens où, juste une semaine avant de recevoir l'invitation, dont je vous remercie de m'avoir adressé, j'assistais à un week-end avec Scorpen sur cette thématique de Shining. Je crois que chaque film mériterait Scorpen, c'est une sorte de 900 pages qu'il a fait. Ah oui, c'est poussé que sur Shining. Et je pense que ça vaudrait vraiment le coup de l'écouter. Ça mériterait une soirée que sur ça. Une soirée, nous ça nous a pris un week-end que sur ça, et c'était très court. Et c'est vrai que chaque plan, si on commence à l'analyser, il y a 10 000 choses à faire. Il y a chaque tableau qui est dans un plan est représentatif de quelque chose. Sur l'Holocauste, sur la tuerie des Indiens, donc le fait que l'hôtel soit sur un cimetière indien. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas deviner. Et en particulier en ce qui concerne la psychanalyse, ce qu'on a découvert, c'est que dans le bureau du directeur de l'hôtel, il y a le fameux livre de Jung sur les rêves. Et comment peut-on s'en rendre compte? Nous l'a découvert. Pour qu'il y ait ce livre sur le bureau du directeur dans Shining, il était forcément très proche de lui, qui lui a cessé d'une certaine façon d'être psychanalyste très tôt dans sa carrière, à mon avis, mais enfin ça c'est une idée que tout le monde ne partage peut-être pas, et qui à la fin de sa vie est devenu alchimiste. Voilà. Et on n'a plus entendu parler de lui une fois que le livre rouge a été publié, semble-t-il. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Non, Jung. Parce qu'à l'époque de Shining, il n'y avait qu'un seul exemplaire qui avait été édité, c'était l'exemplaire de Jung, qui semble-t-il manuscrit et relié de sa main. Et l'exemplaire qui est dans le film, c'est l'exemplaire qui a été édité par la suite. Et dans le film, il y a des détails tout à fait étonnants, justement, parce qu'il s'agit du massacre des Indiens, de la manipulation de l'esprit par la CIA, les autorités, enfin, les administrations diverses américaines qui se trouvent ces choses-là. Et par exemple, il y a pas mal de tableaux, il les met dans une scène,
il les transpose dans une autre salle, il les met dans une salle d'attente, il les met dans un endroit. pour le hasard. Il n'y a rien Ah, il y a laissé rien. au hasard. Rien n'est laissé au hasard, c'est vraiment construit comme une partie d'échec. Avec les images subliminales, avec des magiciens qui le conseillent, et le sens du détail poussé à l'extrême, puisque donc Shining a été financé par les deniers propres de Kubrick. Vous parliez d'une allusion à son goût pour le bénéfice. Il avait 140 jours pour tourner le film, et il a dépensé une semaine sans tourner, simplement parce qu'il fallait changer tous les cendriers de l'hôtel. Puisque les cendriers de l'hôtel étaient enfin, les cendriers au départ qui avaient été amenés étaient de 1930 et que l'histoire se passe en 1920. Et donc, c'était pas les mêmes cendriers. Et il a fait chercher pendant une semaine des bons cendriers. Donc c'est comme une constellation, si un cendrier ne joue pas, la construction s'effondre. Voilà, exactement. Bon, d'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant, il a fait que 13 longs métrages. Toute une carrière, Oui, un film. au début de façon plus l'Odyssée de fréquente, l'espace, et puis ensuite il a les commencé budgets à ont, se- ont explosé et la production était extrêmement angoissée. Se demander est-ce que ça va être en 2001 que le film va paraître. Tout à fait. Et puis, mais je crois que ça sera simplement une très bonne idée quand Scorpion viendra en Suisse. Je vous lance les invitations. Je ne sais pas, aussi, je ne sais pas trop. Alors si Kubrick était, il avait cette attirance par Jung, il faut dire que Eyes Wide Shut, c'est un peu freudien, non? Pas seulement pour le choix de Schnitzler, mais lorsqu'on pense la question du rêve-réalité dans le film, par exemple, la femme, elle est dans le fantasme, lui, il serait dans la réalité. Et si on voit la réalité de ce qui se passe, ça veut dire cette aventure-là d'une recherche de rapport sexuel qu'il a pendant presque 24 heures, c'est construit comme un rêve, cette réalité. Il ne réussit pas à fuck, comme on dirait, comme il termine le film, il ne réussit pas. Chaque fois qu'il est en train, qu'il arrive tout près qu'il est chez la prostituée et qu'on pense qu'il va passer à l'acte, voilà que le téléphone sonne, il y a toujours un obstacle, exactement comme de la rêve. Vous avez parlé de la question idéologique de dénoncer l'extrême droite. Il y a aussi l'histoire de la dialectique. Je pense que qu'est-ce qu'il y a eu dans Eyes Wide Shut, dans le choix de Tom Cruise? Je pense que c'était lié Parce aussi. que sa fille était dans le groupe de la scientologie et Oui, oui. le choix de Tom Cruise c'était pour qui était dans la scientologie. Je n'ai pas compris tellement le rapport, mais peut-être qu'il En voulait... fait, c'était pour la ramener à lui. C'est-à-dire qu'il Oui, la c'est ça. perdait, Voilà. et il a trouvé cette possibilité, le lien avec de Tom Cruise pour tenter un rapprochement avec sa fille. Voilà. D'autres commentaires? Et qu'elle est sortie, elle a en effet quitté la scientologie, mais à sa mort, à la mort de son père. Après. À la mort. À la mort. J'ai peut-être un petit commentaire très rapide. Toute cette question de la réalité, l'irréalité de ce qu'on voit, bah, c'est aussi abordé en partie dans Orange Mécanique. Il y a une scène, notamment dont le héros subit ces séances de désensibilisation, on lui est fait écouter du Beethoven en voyant des scènes horribles qui le font vomir pour le faire désensibiliser. À un moment donné, il dit cette phrase: c'est drôle, les couleurs du monde réel ne paraissent réelles que lookées, parce que c'est le néologisme, lookées sur un écran. Voilà, c'est aussi cette thématique-là qui est abordée. Et on ne sait pas s'il se joue du spectateur, enfin, il y a, je crois, des thèses là autour, s'il se joue du spectateur, si finalement le spectateur croit voir la réalité, mais en fait ce sont des images, enfin, il y a tout un jeu avec le spectateur. Oui. Il y a un fil ici qui m'empêche de... On vous entend. Pour revenir aux questions que votre voisine se posait au début, et j'ai un peu bloqué là-dessus.
Pour vous trois, finalement, c'est quoi la définition de l'humanité? Parce que vous êtes interrogé, vous avez fait plein de questions par rapport à ça. Ensuite, votre voisin, en parlant de différents extraits de films, il dit à tel moment, le personnage devient plus humain, il devient moins humain. Parfois, on dit de personnes qu'elles sont très humaines, alors qu'elles font des choses totalement humaines. Parfois, on dit que les animaux sont plus humains que les hommes. Alors finalement, pour vous, c'est quoi l'humanité? Parce que l'humanité, elle est forcément rattachée à l'homme, et finalement, l'humanité, on peut la rattacher à n'importe quel être vivant qui a tel ou tel comportement. Ouais, du coup, c'est quoi? Enfin, je pense peut-être surtout à vous qui vous posez ces questions, vous avez peut-être réfléchi déjà. Ce sera une réponse forcément incomplète, mais je pense que l'humain, c'est cette négociation avec l'informe, et c'est la conscience d'une impermanence, en fait, que l'humain, c'est quelque chose au travail, quelque part, entre des humains et des non-humains et d'autres humains, en fait. C'est ça pour moi, l'humain, et c'est cette espèce de dialogue avec les outils qu'il produit. Des outils qui sont des prolongations de lui-même, qui permettent d'aller au contact du monde, à être dans le monde, à mieux se saisir au sein des choses du monde vivant, en fait. Et donc, l'humain, c'est cette constante tension, cette constante quête, en fait. Mais c'est une bonne remarque, parce que quelle est la différence, justement, entre l'humain et non-humain? Parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où l'humain commence à non seulement à créer des outils, il commence à humaniser tout autour, justement, les animaux. Maintenant, on vient de découvrir que les végétaux, ils communiquent entre eux. On a l'impression que tout devient social autour. Mais bon, je ne sais pas si Kubrick, il va jusqu'à des questions à ce point développées, ou si c'est finalement nos extrapolations. Maintenant, il est parfait, alors il y a forcément pensé. Hein. Voilà. Bon, alors en tout cas, j'aimerais remercier Axel Stiefel et Marc-Antoine Lanty, et puis à une prochaine.